Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Dufaux, fondatrice et présidente de l'association Un Rien C'est Tout, association qui rend le don accessible à tous en un clic. Cécile est animée d'une belle pugnacité pour mener à bien son envie, faciliter les dons pour aider un maximum d'associations à réaliser des projets dans 4 domaines différents dont on parle dans l'épisode. On revient sur son parcours, le déclic qui a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cette pulsion intérieure qui l'a poussée à changer de vie sans savoir vraiment où elle allait, puis la création d'Un Rien C'est Tout et tout son développement depuis 2016. Un épisode qui donne envie de s'engager, de se poser des questions sur la trace qu'on veut laisser derrière nous et qui, je trouve, donne de l'espoir sur demain. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Théo. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le Pompon. Avec plaisir. Très content de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Cécile Dufaux et je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle Un Rien C'est Tout. Yes, on va revenir sur tout ça justement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, je voulais être exploratrice, comme Dora l'exploratrice, qui n'existait pas à mon époque. Mais enfin, je voulais parcourir le monde. Ouais. Parce que ma plus grosse angoisse, c'était de naître, de vivre, de grandir et de mourir à Bordeaux, au même endroit. Parce que j'estime que le monde est tellement grand, qu'il y a tellement de choses à découvrir, que c'était dommage de rester les deux pieds dans le même sabot, ou en tout cas dans la même ville. Et du coup, après, effectivement, les études m'ont amené vers d'autres horizons. Mais donc, j'ai jamais été exploratrice. Ouais, Voilà, aventurière, je voulais être aventurière. On peut aventurier, c'est aussi dans la tête et c'est voir comment on s'aventure vers. Je suis aventurière du social maintenant. Voilà, c'est pas mal. Ok, génial. Dora l'exploratrice déjà, avec le sac à dos qui se balade. Chouette. Tu savais un petit peu ce que tu voulais faire quand tu as commencé tes études, quand tu étais au collège, lycée ? Est-ce que tu avais déjà une vision de ce que tu allais faire après ? Non, pas du tout. Je savais toujours que je voulais partir à l'étranger. Ouais. Voilà, ce pourquoi après mon bac, j'ai fait une fac et après je me suis dirigée vers une école de commerce, Subdeco à Toulouse, en me disant de toute façon du commerce c'est quand même assez international et j'ai commencé à travailler dans une banque en me disant que des banques, il y en avait partout à l'étranger et que je pouvais très bien aller travailler dans un pays anglophone, hispanophone, n'importe où en fait, pour pouvoir explorer le monde. Ok, vraiment toujours cette volonté de dire J'avais toujours ça en tête. Voilà. Okay. Et puis après, la vie, on emprunte parfois des chemins inattendus et j'ai rencontré en fait le père de mes enfants, un Bordelais. Et de ce fait, je suis restée à Bordeaux. Et maintenant, en fait, je crois que je suis toujours à Bordeaux. Là, c'est non plus par obligation, mais c'est par choix. Parce que entre mes 20 ans et mes 47 actuels, évidemment, la ville a beaucoup changé, beaucoup évolué. Et je trouve que c'est vraiment une ville chouette à vivre, très agréable. Pour l'association, je suis quand même très souvent à Paris. Et j'adore aller à Paris, mais pour des moments brefs. Je pense que je ne pourrais plus y vivre maintenant. Okay. Oui, parce que tu as vécu à Paris. Tu as vécu à l'étranger aussi pour le coup ou pas, Non, alors moi j'ai fait ma 2e année de Subdeco à Barcelone. Yes. Et la 3e à Paris. Ok. C'était la fête. Mais quand on est étudiant, j'étais encore insouciante et du coup, j'étais là que pour profiter des bons moments finalement. Ok. Et donc, alors, pour le coup, tu as été diplômé en management culturel et humanitaire. Oui, c'est ça. Comme quoi, c'est des... Ouais, mais oui, c'est comme quand quoi même il y avait des déjà un petit... qui sont intimes et qui me portent depuis toujours. Ouais. Oui, je pense que j'étais pas la seule, mais pas loin d'être la seule en dernière année Subdeco dans cette spécialisation management culturel et humanitaire. Ouais. Et qu'est-ce qui t'avait poussé vers ça alors ?
Déjà une envie, des valeurs qui me portent profondément et intimement depuis toujours. Alors après, moi, je suis fille unique d'un papa médecin de campagne et d'une maman institutrice. Ouais. Donc je pense que j'ai baigné depuis toute jeune dans les valeurs sociales, simples, solidaires. Voilà, donc voilà un petit peu grosso modo mon parcours. Ouais, ok. Et donc tu rentres dans la banque après, c'est ça? Enfin, gestionnaire de patrimoine? Voilà. D'abord dans la banque au Crédit Mutuel, donc conseiller classique. Après, je m'occupe des crédits immobiliers. Et puis après, dans la gestion de patrimoine. Mais en fait, c'est un métier que je faisais correctement, mais c'est pas ce qui me portait. Donc c'est compliqué d'aller travailler quand c'est pas viscéral chez nous et que c'est pas une passion finalement. Ouais. Et alors qu'est-ce qui a été, il y a eu un déclic, si je ne m'abuse, pour changer de vie, littéralement? Oui, il y a eu un déclic. D'abord, je pense qu'il y avait une envie chez moi, parce que je passais mon temps à pester toute seule dans mon canapé devant les informations, à regarder le monde se défaire, et sans pouvoir agir et sans rien faire. Je me disais, mais enfin, je sers à rien. Mais j'avais vraiment une colère en moi. Et la deuxième chose, c'est effectivement, après la colère, et ce qui nous meut profondément, il y a le déclic, qui est un monsieur, un client à l'époque où j'étais gestionnaire de patrimoine, qui m'avait fait une réflexion plutôt déplaisante, ou en tout cas absolument déplacée à mon sens. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, je peux plus, c'est pas ma vie, c'est pas moi. Donc j'ai vraiment envie de changer, et ce qui me porte, en fait, c'est, voilà, quand je vois toute la misère du monde dans les années 2000, c'est pas possible en France, dans un pays aussi développé, d'avoir encore tout ce monde à la rue. Et je pense que si tout le monde fait un petit quelque chose, l'idée c'est de créer vraiment un cercle vertueux de générosité, et que tout le monde fasse un geste à sa façon, donner du temps, donner un rien pour l'autre. Eh bien, je pense que ça peut vraiment améliorer des vies. Ouais. Et tu peux nous raconter ce moment-là, justement, avec cette personne, parce que pour le coup, je crois que tu as déjà raconté, pour le coup, je me permets, ce qu'il disait. Et surtout, j'ai envie de comprendre, ce qui se passe, tu parles de colère, mais ce qui se passe en interne, parce que parfois, chez Échanger, on a des déclics, des messages qui nous sont envoyés, et parfois on les reçoit, ça dure un tout petit peu, quelques minutes, quelques heures, mais en fait, on n'en fait rien. Donc, toi, comment ça se passe à ce moment-là? Eh bien, donc le déclic, c'est que ce monsieur m'a dit, j'étais en train de remplir sa déclaration ISF. Donc il avait une certaine fortune. Voilà, une certaine fortune. Et j'ai aucun problème avec ça, j'ai aucun a priori, et c'est tant mieux. Voilà, mais voilà, il m'a dit qu'en fait, il était SDF. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que SDF? Il m'a dit, je suis sans difficulté financière. Et là, c'est là que j'ai entamé en fait le déclic. Parce que quand je suis rentrée chez moi le soir, je me suis dit, mais je me suis imaginé plus tard, à 70 ans, en train de regarder ma vie et de me dire, ça a été quoi ma vie? Et je me suis dit, j'ai pas envie de ça. J'ai 2 enfants, j'ai pas envie de leur donner ça comme exemple. Je pense que le monde va tellement mal qu'il faut vraiment qu'on se bouge, et que c'est plus du tout à la mode d'être à fond dans le profit, le commerce. C'est même complètement has-been, je pense. Et donc, au-delà de l'effet mode, c'est vraiment l'effet personnel et mes convictions intimes qui m'ont porté. Je me suis dit, c'est peut-être maintenant qu'il faut se lancer. Mais alors bon, j'ai sauté sans parachute. Je ne savais pas trop comment, mais je savais une chose, c'est que je ne pouvais plus faire ce métier. Okay. Donc j'ai arrêté, puis après pendant 2 ans quand même, j'ai cherché. Je savais en fait que j'avais du réseau, que je savais aller chercher de l'argent, que j'avais tout ça en moi, mais je savais pas comment l'organiser, j'avais pas la recette. Je savais pas comment l'organiser pour faire quelque chose de bien, ou en tout cas essayer de lancer quelque chose. et donc c'est au bout d'un petit moment où j'étais sur un marché. Ouais. Un marché de vacances, voilà, où je voyais un marché un peu où il y a quand même un peu d'argent, où le poivron doit être à 14 €, je pense. Donc, où je voyais des gens qui n'arrêtaient pas en fait de sortir leur carte bancaire et leur argent pour payer, et des poivrons et des tomates et des melons et tout ce que vous voulez. Mais je me suis dit, ces gens-là, si de temps en temps, quand ils font un achat, même pas à chaque fois, mais de temps en temps seulement, ils rajoutaient un petit euro. Eux, ils pourraient manger leur poivron le soir. Mais moi, je pourrais aider des gens qui en ont besoin, des gens qui sont un peu laissés sur le côté du chemin.
Et en fait, moi, je suis hyper sensible à ça. Je pense qu'on est tous solidaires, on est tous citoyens du même monde et qu'on doit vraiment se serrer les coudes. Chouette. Et ça fait écho avec plein d'épisodes que j'ai déjà enregistrés. Donc j'imagine. Donc c'est très chouette. Et ouais, t'as pas eu peur de démissionner sans savoir où t'allais ? Si, mais en fait, c'est pas ça la en question. fait, je sais pas si t'as démissionné au final. Je dis démission. Non, c'est pas ça la question. C'est vraiment que c'est quelque chose qui est plus fort que tout. C'est comme, je sais pas moi, un mec qui part tout seul faire la traversée de l'Atlantique sur son bateau, il est quand même un peu zinzin. D'accord ? Et là, c'est un peu pareil. Je savais pas où j'allais, mais je savais qu'il fallait que j'y aille. Enfin, voilà. Okay. C'est plus fort que nous. Ouais, non, mais c'est chouette de l'écouter aussi. Parce que parfois on peut avoir ça et sans forcément l'écouter et pas y aller. Mais là. Il faut peut-être un petit brin de folie. Ouais. Mais je me disais, c'est pas grave, je ferai n'importe quoi. Je peux être, je sais pas, femme de ménage, travailler dans un McDo en attendant de trouver le truc. J'ai aucun problème avec ça. Vraiment, il fallait que je fasse autre chose. Ok. Ouais. Et alors, tu dis, tu as eu ce déclic-là, et après, est-ce que, tu vois, pendant les 2 ans, tu as cherché, tu as testé des choses, tu t'es investi dans des assos, comment là, ça se passe aussi parce que parfois, il y a des personnes dans ton cas, en fait, j'en entends beaucoup parfois qui disent, je sais qu'il y a quelque chose qui m'appelle, en quelque sorte, tu vois, qui se passe, mais je sais pas comment ça va venir. Et le truc, c'est que c'est pas en attendant chez soi, parfois, ça peut arriver d'attendre sur son canapé et que ça arrive comme ça, mais je suis pas sûr. Non. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place, qu'est-ce que tu as actionné ? Concrètement, non. Par contre, j'étais pas dans mon canapé, mais j'étais derrière mon bureau où j'ai fait beaucoup de benchmark. J'ai regardé ce qui se faisait, ce qui se faisait pas. Et j'ai essayé d'organiser mon idée au mieux pour pouvoir aller voir un jour un grand patron et lui dire voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord pour commencer avec moi, quoi, en fait ? Ok. Voilà. Et donc ça commence comment alors ? Donc le déclic c'est en 2014, si je dis pas je crois à peu près. À peu près. Donc voilà, donc 2 ans. Ouais. donc après début en 2016. Voilà. En 2016. Début 2016 où j'avais commencé à écrire le début d'une esquisse d'un commencement d'histoire. Je suis allé voir pourquoi la Fnac. En fait, j'ai commencé avec la Fnac. Pourquoi la Fnac ? Parce que c'est là que j'adore, moi, passer du temps dans les rayons, revenir avec un bouquin, un disque, un truc, un machin. J'adore flâner dans les allées de la Fnac, bizarrement. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même un endroit où on se fait plaisir. Ouais. Et donc, parce que moi, j'en avais marre aussi de recevoir pour des associations des photos d'enfants malades, de devoir donner par misérabilisme. Je me suis dit non, il faut inverser ce paradigme et il faut essayer de donner parce qu'on est bien, parce qu'on est content, on se fait plaisir pour nous, allez, on fait un petit geste pour l'autre. Voilà. Ouais. Et donc, on a téléphoné à Alexandre Bompard, qui à l'époque était PDG de la Fnac, qui m'a reçu très gentiment dans son bureau, je m'en souviendrai toute ma vie. Un soir tard, moi qui suis ultra ponctuelle, j'avais des embouteillages, je suis arrivée avec 20 minutes de retard, j'étais déconfite. Mais bon, il m'a bien gentiment excusé. Et en fait, je lui ai raconté mon histoire, mais j'avais pas grand-chose de très concret. En fait, j'avais juste l'idée et mes idées sur un papier A4. Là. Ouais. Il me dit, c'est bon, on y va. Je dis, c'est-à-dire, on y va, mais comment on y va ? Qu'est-ce que je fais ? Il me dit, il faut déposer les statuts d'association. Je dis, ah bon, mais ça signifie que vous allez mettre un groupe de travail à ma disposition pour qu'on... Il me dit, oui, c'est ça. Il me dit, si vous étiez venu me voir il y a 1 an, c'était trop tôt. Dans 1 an, ça serait trop tard. C'est pile le moment, on y va. Et je peux vous dire qu'avec lui, ça fuse. 3 mois après, un rien c'est tout, était en ligne sur la Fnac, premier partenaire. Ah ouais. Et toujours partenaire, voilà. Ok, génial. Ouais. Pour toi, là, c'est un moment fou. Ah là, j'ai ouvert le champagne pour le coup. Le premier don que j'ai vu en ligne, j'étais folle de joie. Ouais. Okay. C'est génial, en plus d'avoir eu l'idée tout de suite d'aller faire ça avec des grandes enseignes, quoi, pour le coup. Oui. Ça, tu t'es dit tout de suite, j'y vais vers les grands. Alors, tu vois, la Fnac, c'est parce que c'est vraiment un endroit dans lequel je me sens bien. Ouais. Et surtout sur les grands, parce qu'en fait, le don en ligne, quand même, il faut savoir, c'est pas le don en magasin, c'est pas tout à fait pareil. Là, on est seul, chez soi, derrière son écran. Donc, sur 100 clients qui achètent en ligne, il y en a même pas un qui donne. Ok. Voilà. Moins de 1%. Quoi. Voilà, moins de 1%. C'est 0,8 précisément. Ah ouais.
Donc c'est vrai qu'il faut en fait des sites sur lesquels il y a beaucoup de trafic. Voilà, non pas en montant, mais en nombre de transactions, pour que ce soit un minimum efficace et pour qu'on puisse récupérer des euros pour pouvoir aider des gens. Ouais, complètement. Ça donne quoi en magasin? Tu as le rapport quand tu es en magasin en présentiel pour le coup, en physique? Alors en magasin, je suis très peu en magasin, je le suis justement sur la Fnac. Ok. Voilà. Parce que je sais pas si c'est genre, en magasin, si c'est 10% des gens qui donnent une fois qu'on leur demande ou... Non, c'est plus en magasin. C'est plus, ouais, c'est plus. ça. Ouais, voilà. Et en magasin, je travaille à la Fnac avec Microdon, qui propose l'arrondi. Ouais. Vous savez, l'arrondi en caisse. Et donc là, c'est beaucoup plus efficace. Okay. Que s'il y a des magasins dans lesquels je travaille sans avoir la technologie de la proposition de dons sur le TPE, le terminal de paiement. Donc juste des affichettes et de la PLV, évidemment, ça fonctionne pas beaucoup. Non, c'est pas suffisant. Voilà, donc c'est bien aussi de pouvoir s'allier avec des partenaires comme Microdon et qui nous permettent d'utiliser en fait leur technologie pour qu'on puisse collecter des dons. Voilà. Et alors quand tu commences au début, donc tu vas voir comme tu dis la Fnac, enfin l'idée tu collectes des dons, mais pour en faire quoi? Alors ça, je savais déjà pourquoi en faire. J'avais dans l'idée de... Moi, j'ai créé un Rien c'est tout à mon image. Ce pourquoi je propose en fait 4 causes. Donc un Rien c'est tout soutient 4 grandes causes. Le droit à la dignité, l'enfance, la santé et l'environnement. Pourquoi ? Parce que moi-même, quand en fait quand je donne, je ne sais pas pourquoi je donnerais plus pour un enfant malade que pour un sans-abri. Donc j'avais pas envie de devoir choisir, d'être contrainte dans le choix des causes. C'est pourquoi je propose aux clients, aux e-donateurs, les 4 causes qui chacune d'elles sont représentées par un projet très concret, très précis, que je mets en place en collaboration avec d'autres associations. Parce que par exemple, quand j'achète un mobil-home pour les bénéficiaires du Secours populaire de Roubaix, évidemment, nous on est 2 chez un Rien c'est tout à travailler, donc c'est pas moi qui fais les allers-retours pour amener les bénéficiaires qui bien souvent n'ont pas de voiture jusqu'au mobil-home. Ce sont les bénévoles du Secours populaire. Donc j'ai perdu le fil de la question. Alors très bonne question, parce que moi aussi souvent je perds le fil de mes questions. Non, c'était oui, tu commences avec 4 grandes causes, pour cette envie de dire, vous n'avez pas choisi, c'est pas que vous n'avez pas à choisir, mais si vous allez choisir, je vous offre les 4 possibilités, parce qu'avec ces causes, en fait, on couvre à peu près tout le spectre de la générosité. Voilà, on peut dans ces 4 causes loger à peu près tous les projets. La protection animale, ça va dans l'environnement, jusqu'aux énergies renouvelables. Vous voyez, c'est très très large quand même. Et alors quand tu dis donc 2016, ça commence avec la Fnac, comment ça se développe là aussi? Parce que j'imagine que ça se développe. Et toi, tu as envie, tu as un gros poisson entre guillemets, qui dit oui. Envie d'en avoir d'autres aussi, j'imagine? Bien sûr. Alors après, je suis rentré dans un milieu que je connaissais peu, voire pas, qui est qu'en fait, les grands patrons, d'abord, ils se connaissent tous, donc ils se parlent. Donc quand ils ont quelque chose qui leur plaît, ils en parlent aux autres. Et puis, ils changent maintenant à Alexandre Bompard et chez Carrefour. Donc, je le suis. Voilà, et Enrique Martinez, qui a repris les rênes de la Fnac, continue bien sûr à travailler avec nous et je pense qu'il en parle à d'autres. Emmanuel Grenier de Cdiscount, lui a été séduit parce que d'abord on est bordelais tous les deux, enfin nos enseignes, donc son enseigne, mon association, donc ça c'est formidable. Et c'est vrai que moi je l'ai vu prendre son téléphone et appeler des directeurs de sites e-commerce pour un Rien c'est tout. Donc c'est vraiment formidable. C'est la solidarité, on pousse une porte et les autres s'ouvrent. Et alors, ça existait déjà, ce système un peu de micro-dons quand tu l'as lancé ça existait sur l'arrondi en caisse, qui existait déjà. Voilà. Mais donc pas en ligne, c'est ça la différence? Pas en ligne. Alors, ils sont aussi un peu en ligne, mais moins. Ils sont très développés en caisse, en magasin, et beaucoup moins en ligne, alors que nous, c'est l'inverse.
Ok, voilà, d'accord. voilà. Et donc là, tu travailles, donc c'est une entité, c'est ça? Je suis pas sûr. C'est une entité qui a la technologie en fait, pour arrondir en ligne. Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Et automatiquement, c'est vers vous ou il y a plusieurs assos qui en bénéficient? Ah non, on tourne. Parce qu'en fait, Microdon, quand on vous propose l'arrondi en caisse, c'est des campagnes annuelles, donc il y en a 4 ou 5. Et quand ils travaillent avec des enseignes qu'on a déjà, ils essaient de faire une campagne dédiée à un Rien C'est Tout pour nos projets. Voilà. Ok, ça marche. Et alors, comment tu as choisi les premières associations à soutenir? Parce qu'au final, c'est vraiment là pour le coup un choix de ta part qui est orchestré, j'allais dire, subjectif. Tu vas choisir, quoi. Les premières associations, je les ai choisies. Ça a été assez compliqué parce que je me suis dit, je vais choisir des associations qui ont pignon sur rue, qui sont connues. Parce que si sur un site internet, on propose aux clients de donner 1 euro à un Rien C'est Tout, qui va redonner ça à des associations qu'on ne connaît pas, c'est pas très alléchant, ils vont pas bien comprendre. Mais finalement, je me suis dit, il y a des associations justement qui sont beaucoup plus modestes, qui font un travail de fou, qui ont peu de subventions, qui sont pas connus, mais qui œuvrent toute la journée, vraiment pour aider les autres, qui sont ultra efficaces. Et moi, j'avais envie de mettre mon grain de sel là-dedans. Et donc, j'ai commencé la première association pour la cause de droit à la dignité. C'était, on a travaillé avec la FNSF, la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui œuvre pour les femmes victimes de violences. C'est eux qui ont monté le 3919, le numéro de téléphone. Voilà. Génial. Et donc, on a commencé à travailler avec eux tout de suite. Et cette association m'avait été... j'en avais entendu parler par François-Henri Pinault, qui, lui, m'a aidé à me lancer, en fait. Voilà. Donc, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Je lui ai raconté mon histoire, mon idée. Il soutient beaucoup les femmes. Et donc, et il a adhéré à l'idée. Donc, il m'a aidé à me lancer et il m'avait donné quelques associations. Je suis allé les voir, j'ai choisi. Et donc voilà. Donc, j'avais commencé la dignité, c'était la FNSF. La santé, c'était une association bordelaise qui s'appelle Maison Rose. Yes. Voilà. Qui aide les femmes atteintes de cancer quand elles sont en rémission, à se réinsérer et puis à faire plein de choses, des ateliers de bien-être, de plein de choses. Elles sont à côté, donc c'était super. Et figurez-vous que je me souviens plus ce qu'on avait pour l'environnement et l'enfance. Ok. Il y en a eu quelques-unes depuis, j'imagine. Oui, oui, parce que du coup, en 5 ans, on a quand même réalisé plus de 190 projets. Donc voilà, je me dis que c'est heureux d'avoir monté ça parce que voilà, c'est des petits riens, c'est des projets. Le montant moyen des projets est à peu près de 15 000 euros. Mais c'est 15 000 euros qui font beaucoup. Et du coup, voilà, je me dis que ça vaut le coup. On fait un peu ce qu'on peut, mais ça sert toujours et c'est toujours important. Complètement. Oui, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de soutenir l'association, c'est vraiment des projets que tu cibles, en fait. C'est pas juste on donne de l'argent à l'asso, en fait. Non. Ce ne sont que des projets très concrets. Voilà, on peut... je sais pas moi. Tu as quelques exemples, Ouais, bien sûr. On peut équiper un bus. Ah, c'est ça que je crois qu'on avait pour l'enfance. On a travaillé avec Sport dans la ville, voilà, qui est une association qui œuvre pour les enfants des quartiers défavorisés, pour les réinsérer par le sport. Enfin, c'est génial ce qu'ils font. Et donc, on avait financé l'équipement d'un bus en ressources pédagogiques pour que les bénévoles de Sport dans la ville puissent aller faire du soutien scolaire aux enfants des quartiers un peu défavorisés. Voilà. Donc, c'est vraiment des projets ultra concrets. C'est l'achat de mobil-home, c'est le financement de maraudes en France, le financement de colis repas pour le secours populaire. C'est, je sais pas, on a amené des enfants, vous savez, ce qu'on appelle les enfants de la Lune, qui peuvent pas voir le soleil ni le jour, donc ils partent difficilement en vacances. Et donc on a financé toute une semaine de vacances pour ces enfants à Biarritz, pendant des conditions très protégées. Non, mais voilà, du coup, donc c'est compliqué de les amener parce qu'il faut des conditions très très protégées pour eux. Mais voilà, on fait plein de petites choses, mais qui sont importantes, je crois. Pour que voilà, le monde essaie de tourner un peu plus, avec plus de douceur pour certains, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, 190 associations, vous avez récolté combien d'argent au total, tu sais à peu près? Plus de 2,8 millions. Pour l'instant. Un coup d'1 euro, 1 euro, voilà. C'est le principe de Rien C'est Tout. Plus un, je me dis que voilà, l'union fait la force.
Mais j'ai vraiment envie d'embarquer tout le monde dans cette aventure. J'ai envie que tout le monde fasse un petit quelque chose. Et pourquoi aussi Rien c'est tout, le don sur Internet? Parce que je me suis dit, moi, franchement, ça m'ennuie quand je dois faire un don, je fais un chèque, je prends une enveloppe, l'adresse, le timbre, la poste, enfin bon, tout est galère. Donc je me suis dit, il faut que ce soit simple, que je puisse m'adresser aussi à des jeunes qui font beaucoup. À l'époque, c'était les digital natives, c'est un peu la génération Z. Mais bref, donc sur Internet, un clic, 1 euro, paf, et on a fait un don. C'est simple. Parfois, donner 10 euros pour un jeune étudiant, c'est beaucoup. Donc, il faut que ce soit à la portée de tous. Et donc, voilà un peu le... Complètement. Tu parles des étudiants. J'ai écouté un podcast ce matin sur le sujet de la précarité étudiante. Ils disaient que 2 tiers des étudiants, après avoir payé leur loyer, vivent avec 50 euros par mois. Non, mais c'est affolant. J'étais waouh. Enfin, j'étais choqué, quoi, pour le coup. Enfin, c'est affolant. On s'en rend pas compte. Enfin, après, moi, j'ai fait une école de commerce, donc forcément, c'est un milieu assez privilégié pour le coup, privé en plus. Donc très privilégié, et on se rend pas compte de ça, quoi, en fait. Non, mais c'est vrai, et vous avez tout à fait raison. Moi, l'année dernière, en 2021, on a dédié... donc ça, je suis assez contente aussi de ça, parce que j'ai réussi à motiver et à fédérer tous nos partenaires derrière les mêmes causes, qui étaient, pendant le mois de septembre 2021, la rentrée étudiante solidaire. Donc, tous mes partenaires ont collecté pour nourrir les étudiants, pour en santé leur offrir des vidéoconsultations parce qu'il y en a beaucoup en fait qui suite au confinement ont eu des problèmes psychologiques et de renfermement sur eux-mêmes, voilà. Ça, en environnement, qu'est-ce qu'on faisait? On a travaillé avec une association qui s'appelle WeFound et qui récupère souvent le parc informatique des entreprises qui renouvellent leurs outils numériques. Ils remasterisent, je ne sais pas si c'est le bon terme, ils remasterisent tous ces ordinateurs et on les a donnés à des étudiants qui étaient en précarité numérique, on va dire. Qui est aussi un gros sujet. Un gros sujet, parce que autant vous dire que quand ils n'arrivent pas à se nourrir, c'est compliqué d'acheter un ordinateur et c'est pourtant nécessaire en 2022. Complètement. Pour suivre des cours, pour être un peu au-delà des cours, il y a plein de choses. Voilà. Et donc, on avait fait cette opération pendant 1 mois et ça avait bien marché. On avait réussi à aider, je ne sais plus les chiffres en tête, mais comme quelques milliers d'étudiants. C'est toujours ça. Complètement. Et qu'est-ce qui fait que, pour le coup, il y a quand même beaucoup de monde. Rien c'est tout, on en a entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler cet été pendant la CK, pour le coup, parce que dans les parents, il y a un certain Vincent Lindon, et qui en avait parlé aussi. Et qu'est-ce qui fait, parce que ça a l'air de bien fonctionner en fait, qu'est-ce qui, d'après toi, fait que ça fonctionne et que ça marche? La simplicité, je crois. Ok. Ouais, je crois que c'est simple. Alors après, je vous cache pas que quand je vais voir un grand patron, ils me disent toujours oui tout de suite, mais le temps de mise en place, il y a un petit temps, c'est normal, parce que j'ai appris aussi un langage maintenant en créant cette association qui est la roadmap IT. Voilà, donc ça, je n'avais pas du tout de notion de ce que ça pouvait être, mais maintenant je sais bien ce que c'est. Donc la roadmap IT, c'est-à-dire que les DSI, donc les directions des services informatiques des sociétés, sont souvent ultra chargées. Et donc c'est vrai qu'il faut que les équipes prennent un petit peu de temps pour intégrer la proposition de dons dans leur cinématique écran. Et donc j'ai le oui et le go tout de suite, mais j'ai un petit temps de latence avant la mise en place réelle, mais c'est pas grave, parce que vaut mieux tard que jamais. Et quand on est tellement heureux. Et donc là d'ailleurs très récemment, on est revenu sur le site de SNCF Connect. Voilà, et on a intégré leur application, parce que jusqu'à présent, on était sur le site, mais pas sur l'application. Et donc là, on a intégré leur application, et du coup, ça va nous donner beaucoup plus de visibilité et permettre à leurs voyageurs de faire des dons aussi sur l'application, et à nous de faire plus de projets. Ouais, génial. Carrément. Je suis hyper heureuse. Follement. Et alors, tu as parlé de Fnac, Carrefour, SNCF, c'est Discount. C'est Discount, La Redoute. La Redoute, ok. Après, on a des sites qui sont moins important, c'est pas le mot, mais avec moins de trafic, voilà. Pas du tout le terme. Mais, non, moins de trafic, oui, moins c'est de ça, trafic, moins de trafic, mais qui sont tout aussi importants pour nous et pour notre visibilité. Donc on a Mode Trotteur, Rosanna, je vais pas
tous vous les citer. Ouais, mais il y en a voilà. quelques-uns. Mais j'aimerais bien en avoir d'autres. Hein. Ok. Il y en a que je profite de ce moment pour lancer un appel. Voilà. Tout ce qui est Mano Mano, tout ce genre de site. Back Market, j'en rêve. Bah, ça peut être chouette ça. Bah, oui. Ils sont d'ici. Ils ont des bureaux ici ou ils sont d'ici? Ils ont des bureaux ici. Ils ont des bureaux ici, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Bah ouais. Voilà, tout ce genre de sites, Rakuten, tous ces sites. Mano Mano, vraiment, je les lâche pas. Le Bon Coin aussi, parce que. Ah ouais, bah ouais. Oui, maintenant qu'on n'est plus obligé de se donner de l'argent à la main quand on vient récupérer l'objet. Complètement. On peut payer en ligne. J'aimerais bien qu'ils puissent nous ouvrir leurs portes. Mais moi, j'ai envie de me dire, je me dis, comme on entend souvent parler de vous, que t'es quand même soutenu par aussi des grands noms de la grande distribution. Ça ouvre pas plus facilement des portes? Un peu, peut-être? Si, mais pas assez à mon goût, ça va jamais assez vite, ouais. De toute façon, avec moi. Donc, non, j'ai envie. Et puis j'ai aucune honte en plus à demander parce que c'est pas pour moi, c'est pour ceux que j'aide, donc c'est pour les bénéficiaires de nos actions. Donc, franchement, j'ai aucune honte à demander, je les, je les harcèle, mais c'est pas grave. Ça t'arrive d'aller voir le résultat des actions concrètement sur place? Oui. Oui. Très souvent, la plupart du temps. Ok. Ouais, parce que je suis hyper attachée à la traçabilité des dons et je veux savoir ce qu'on fait. Alors quand c'est moi qui achète quelque chose pour le remettre à une association, je sais, mais non, j'adore aller sur place. Je connais toutes les associations avec lesquelles je travaille. C'est ça aussi notre force. Ouais. Parce qu'en rien c'est tout, ça je vous l'ai pas dit encore. Mais c'est pas que les sites e-commerce avec le micro-don, parce que je me suis rendu compte, et Regan qui travaille avec moi s'est aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de PME, PMI qui n'ont pas de fondation, qui n'ont pas de service RSE, mais qui ont envie de laisser un impact, de fédérer leurs collaborateurs autour d'un projet, d'attirer certains collaborateurs, parce que maintenant c'est un critère assez important que l'entreprise soit engagée. Donc qui avaient envie de laisser un impact et de faire quelque chose, mais alors c'est pas leur boulot, c'est normal, ils savent pas comment ni à qui s'adresser, et donc nous on a développé tout un axe maintenant qui est dédié à ces PME PMI pour mettre en place pour eux des projets sur mesure. Voilà, et donc je sais plus pourquoi je vous parlais de ça, mais c'est que vous n'êtes pas basé que sur le micro-don, comme tu disais, c'est d'aller chercher aussi d'autres moyens de financer des projets. Voilà, en fait. absolument. Parce que là, on a un projet, un début de projet, parce que j'estime l'idée nous a été donnée par une agence immobilière avec laquelle on travaille, qui est au Pays Basque, qui s'appelle Crazy Home. Voilà, où on s'est dit qu'effectivement, je pense que un toit, une habitation, c'est un bien de première nécessité. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Donc ça, franchement, c'est pas entendable, quoi. Ça me met dans un état de nerfs. Vous avez même pas idée. Donc du coup, il s'appelle Charles, la personne de Crazy Home. Il nous a dit, ça serait bien. Là, l'idée, c'est de faire en fait un fonds immobilier, de créer un fonds immobilier où les agents immobiliers pourraient reverser 1% de leur commission. Ou les promoteurs, j'ai déjà des promoteurs qui travaillent comme ça, qui redonnent 1 euro par mètre carré vendu. C'est-à-dire ils vendent un appart de 60 mètres carrés, ils donnent 60 euros. Ou aussi, c'est-à-dire tous les acteurs immobiliers, plus les clients qui achètent. Quand on rembourse un crédit immobilier pour s'acheter sa maison de, je sais pas, 524 euros, on pourrait éventuellement rajouter 1 euro par mois pour ce fonds-là. Et avec ce fonds-là, l'idée c'est de travailler en collaboration avec d'autres associations de réinsertion, etc., pour loger dans alors pas dans des quartiers à l'autre bout de la ville, qu'on les voit pas trop et tout ça, hein, vraiment dans les centres-villes, dans des petites habitations, des petites maisons, voilà, avec une mixité sociale. Reloger des gens qui travaillent mais qui n'ont pas de toit, des familles monoparentales souvent, enfin voilà, et qui ont une vie de quartier dans les villes. Bon, alors ça c'est un projet effectivement à 3-4 ans j'imagine, mais je commence à y travailler là maintenant, et puis je vais pas lâcher parce que vraiment ça me tient à cœur ça. Ouais. T'arrives à te... on sent que tu es engagé pour le coup, et puis ce côté aussi tu utilises la colère, dans ce quand je t'entends. Voilà.
Non, mais elle est porteuse aussi. Enfin, c'est chouette. Enfin, tu vois, on pourrait utiliser la colère pour détruire. En général, c'est plutôt ça qu'on peut imaginer. C'est assez moteur chez moi, finalement, je crois. Donc, tant mieux. Mais est-ce que juste, t'arrives à parfois prendre du... Il y a tellement de causes, en fait, je me dis. Il y a tellement de personnes à aider. C'est pour ça qu'un Rien c'est tout propose 4 causes. Non, mais même dans ces 4 causes-là, il y a tellement de choses à faire. Dans chacune d'entre elles. Le panel de projets est hallucinant. Hallucinant. On peut acheter, je sais pas, des lits pour les parents accompagnant leurs enfants dans les hôpitaux, dans les services pédiatriques. Souvent, ils dorment à moitié en crabe sur un fauteuil. Non, on achète des lits pour ces hôpitaux. On fait mais de tout, c'est inimaginable. Mais c'est génial. C'est franchement. Ouais, c'est chouette. J'adore. Et il y a des projets qui t'ont plus marqué que d'autres ? Oui, il y a... Alors, l'histoire du mobil-home, ça m'a marqué parce que j'ai trouvé ça super. Le mobil-home qu'on avait acheté pour le Secours populaire de Roubaix, donc. Et les gens du Secours populaire m'ont dit, on a amené une famille, donc une famille qui est bénéficiaire du Secours populaire, un mari, une femme et leurs 3 enfants. Ils sont ensemble depuis 20 ans. Ils n'étaient jamais partis en vacances. Donc ça, c'est quand même assez touchant de pouvoir offrir ça à des gens parce que, voilà, il y a quand même il faut savoir qu'en 2022, il y a encore des gens en France qui n'ont jamais vu la mer et qui ne sont jamais partis en vacances. Donc, et pourtant, les pauvres, ils ont eu une semaine, pas en termes de temps, pas au beau fixe, mais ils étaient tellement heureux que dans ce mobil-home, en fait, alors que ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble, le mari a demandé sa femme en mariage. J'ai trouvé ça super émouvant et génial. Et après, un autre projet qui m'a beaucoup plu, c'est un projet qu'on a mis en place, qu'on a travaillé avec une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui permet à des enfants d'Afrique et notamment du Burkina Faso qui ont des problèmes cardiaques. La cardiologie, c'est souvent de la mécanique en fait, donc leur engagement vital... Non, leur quoi ? Non, pas leur engagement vital. leur vie est engagée, en fait. Pardon. Et donc, ils les font venir en France pendant 2 mois à peu près. La première semaine, ils sont opérés. Après, ils restent dans une famille d'accueil pendant 1 mois et demi, 2 mois pour vérifier leur stabilité. Et ils repartent guéris définitivement dans leur famille. Et ça, c'est formidable. Et on a financé ce projet pour une petite fille qui se faisait opérer à Haut-l'Évêque en plus, à Bordeaux, avec justement une entreprise bordelaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Apro Auto, dont le dirigeant s'appelle Pierre Guinaud. Et il nous a permis de financer ce projet. Et donc, on était allé voir la petite fille à Haut-l'Évêque. Et c'est vrai qu'on se dit, on a sauvé la vie d'une enfant, en fait. Et ça, c'est formidable. Donc, j'ai fait plusieurs projets avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc avec Pierre chez Apro Auto, avec Oui SNCF, maintenant SNCF Connect, mais qu'on avait mis en place, et je vais continuer à travailler avec eux parce que sauver la vie des gens, c'est quand même pas rien. Ça vaut la peine je sais pas, d'avoir créé un Rien c'est tout finalement. Rien que pour ça, même si on arrive à sauver une vie, c'est une vie de mieux, quoi. Non, mais c'est déjà énorme. Enfin, rien que cette phrase, ça arrive à sauver une vie, c'est quand même... D'un enfant, pour un problème mais mécanique de cardiologie, quoi. Enfin, c'est fou. Et donc, rien que pour ça, je me dis que ça vaut le coup. Mais c'est vraiment chouette parce que c'est vrai que parfois on donne à des assos sans savoir ce que ça va forcément donner. Donc c'est vraiment top. Enfin, je trouve ça génial d'avoir, même pour les entreprises que tu as développées, pour les PME, PMI, d'avoir ce côté. Ça, d'ailleurs, s'ils nous entendent, les chefs d'entreprise bordelais, qui viennent nous voir, on va les aider dans toute leur stratégie philanthropique, en fait. Complètement. Et depuis que tu as créé, est-ce que tu vois une évolution du rapport aux dons dans la vie en général, chez les gens, aussi bien particuliers qu'entreprises ? Pas trop, parce que moi, comme c'est des micro-dons, pas trop, mais je vois qu'il y a des gens quand même... Là, pas plus tard qu'hier, en fait, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vu qu'il y a... Bon, c'est quelqu'un que je connais, mais personne n'est obligé, et qui a fait un très gros don. Je me dis, il y a quand même des gens qui sont mieux que d'autres. C'est terrible à dire, mais c'est fou. C'est fou. Et donc, non, parce que c'est du micro-don, du 1 euro. Donc, franchement, c'est à peu près stable. Les gens donnent évidemment plus en fin d'année. Avec effectivement les achats, potentiellement les achats de Noël, et donc on arrondit.
exactement. Okay. Et puis en fin d'année, parce qu'il y a toujours le petit truc de la déduction fiscale qui peut faire un petit quelque chose. Mais bon, moi je prends quand même. Hein, de toute façon. Tant qu'on donne, voilà. Ouais. Et alors, l'association a 2 parrains, une marraine. Oui. Marie Drucker, Antoine Griezmann. Ah oui, et j'en ai parlé tout à l'heure, Vincent Lindon. Il travaille bien. Ouais. Comment ça s'est fait là aussi? Pourquoi ces 3-là? Comment t'es entré? C'est toi qui es venu les chercher ou comment ça s'est passé? Alors, donc il y en a 2 parce que je les connaissais personnellement, donc Marie Drucker et Vincent. Marie m'a dit tout de suite, mais si tu montes ça, je veux être ta marraine, donc c'est super. Et elle fait un boulot fou, elle n'hésite jamais à parler d'un rien, c'est tout dès qu'elle peut. Vincent Lindon, lui, c'est pareil, il est ultra engagé et il adore aller parler aux collaborateurs des entreprises avec lesquelles on travaille, en fait, chouette. pour les fédérer, les motiver. Il fait vraiment un boulot de fou, il passe du temps sur un rien, c'est tout quand même. Et après, Antoine, parce qu'on m'a dit que ça serait bien que j'ai quand même plusieurs parrains et un sportif. Donc voilà, moi j'en connaissais pas. Et puis on m'a dit pourquoi pas Antoine Griezmann qui a accepté tout de suite. Et en fait, je crois que ses parrains ont tous accepté, et notamment Antoine, parce que c'est le premier truc qu'il m'avait dit. Il est jeune. Il m'a dit, mais moi j'ai pas envie tout de suite de m'enfermer dans une cause. Et donc justement, un rien c'est tout lui offrait la possibilité de pouvoir être le parrain de plusieurs causes. Et je pense que c'est ça qui les a séduits. En fait, ils préfèrent être parrain d'une seule asso qui peut en recouvrir plusieurs, que d'une seule cause en particulier, ils sont engagés. Mais franchement, ils sont engagés, ils bossent bien, c'est les meilleurs commerciaux pour le coup. Bah oui, c'est des meilleurs VRP. Non, ils sont représenter, super. Franchement, sans eux, j'en serais pas là. Sans eux et sans tous les gens qui m'accompagnent et les grands patrons qui m'ouvrent leur site, évidemment. Je suis pas toute seule et loin de là. Et sans Regan qui est avec moi tous les jours au quotidien. Parce que vous êtes 2 quand même. Voilà, on est 2. Et c'est quoi alors et j'ai Théo aussi, j'ai un Théo moi. Le fameux Théo de tout à l'heure. Voilà, le fameux Théo de tout à l'heure qui s'occupe des réseaux sociaux et de la com chez moi. Voilà, parce que moi j'y comprends rien dans les réseaux sociaux. Donc et il fait ça très bien. On peut pas tout faire. Il faut savoir s'entourer de gens meilleurs que soi, je crois que c'est aussi exactement. Une équipe, c'est ça une équipe. Exactement. Et donc ça fait donc 6 ans que ça existe. Ouais. Comment tu vois l'évolution? Est-ce que toi tu t'amuses toujours autant? Moi je m'éclate. Et moi l'évolution, je suis pas du tout sur une échelle de 0 à 10, je pense que je suis à 1-2 pour l'instant. 1 ou 2, il me faut d'autres sites et là je suis hyper investi. Donc voilà, le fonds immobilier dont je vous parlais, j'ai envie de faire la même chose pour la santé. J'ai envie d'aider plein de chefs d'entreprise, de PME, de PMI à les accompagner parce que je pense que la justice sociale est nécessaire maintenant et que personne n'est dupe et les grands patrons et les patrons de PME, PMI et n'importe qui a une entreprise le sait et sauf qu'ils ne sont pas formés pour ça et qu'ils ont besoin qu'on les accompagne, je suis là pour ça. Franchement, et là j'ai quand même du boulot à faire parce qu'on ne nous connaît pas encore sous cet angle-là, mais voilà, j'espère qu'ils vont le découvrir et faire passer le mot. Oui, c'est ça que tu développes et que vous développez ensemble, c'est ce côté vraiment accompagnement. Et ça, c'est depuis quand? C'est récent? Depuis 6 mois. En fait, ça a commencé avec Vanessa Bruno, qui est une marque de vêtements. Parce que son DG m'avait entendu parler justement quand je faisais la rentrée solidaire des étudiants. J'étais passé un bref instant sur Télématin et j'ai reçu un mail de lui. Je me suis dit, bon. Et donc, on a commencé avec eux pour mettre en place un projet qu'on a réalisé là il y a 2 mois. Ça a commencé avec lui. On a aussi un laboratoire japonais. Qui travaille avec nous là-dessus, donc à ProAuto, ça commence petit à petit. Voilà, mais c'est très récent. Mais alors un laboratoire japonais, il arrive, mais parce que l'idée c'est d'aller au-delà de la France. Daichi Sankyo, il s'appelle. Non, il est japonais, mais c'est pour l'entité française. Voilà, c'est pour l'entité française. Et puis après, pourquoi rien, c'est tout. C'est vrai, après tout, ce serait pas sur des sites Fnac Espagne, La Redoute.
Je sais pas, mais oui. Décathlon, France et ailleurs. Ah bah voilà, tiens, c'est bien d'en parler. Merci Théo, parce que Décathlon, Boulanger et Leroy Merlin, je rêve de les avoir en ligne. On fait passer les messages. Je fais passer tous les messages, j'en profite. On me donne un micro, alors j'y vais. Complètement, attends, c'est complètement l'objectif. Ouais. Trop chouette. Et dans les mois, les années à venir, tu disais évidemment développer tout ça, développer la formation, l'accompagnement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que... C'est quoi, toi, les objectifs en fait, pour faire grandir toujours, j'ai l'impression que tu es aussi pleine d'idées. Les idées, elles viennent au fur et à mesure. Mais déjà ces deux activités, il faut que je les amène encore plus loin. Parce que moi, en fait, l'objectif que je me fixe, c'est pas tant pour l'asso, c'est surtout pour les bénéficiaires. C'est quand j'aurai réussi à aider des millions et des millions de gens, je me dis que ça sera chouette ce que j'ai fait. Ok. Et puis après, j'ai des idées folles. Je me dis, mais pourquoi pas faire un truc dans le métaverse? Mais j'y connais rien, mais voilà, dans le métaverse, pourquoi pas? Je sais pas, moi, quand je vois les gens qui jouent au jeu, j'ai un fils qui a 16 ans et qui jouait à, je sais plus comment ça s'appelle là, ce jeu. Alors. Merde. J'aimerais bien t'aider, mais. Bon, bref, je dis, on pourrait pas avoir un avatar solidaire et pourquoi pas? Enfin, voilà. Le joueur le plus solidaire du jeu. Je sais pas, plein de choses. Ouais. Ça, des idées, j'en ai, mais je n'ai pas le temps de les mettre en place. Et puis après, il faudrait que quand même peut-être si j'arrive à grossir comme je voudrais, il faudrait que j'ai peut-être une personne aussi dédiée pour chacune des causes, qui soit vraiment spécifique par cause. Ouais. Enfin oui, il y a du boulot, c'est pas fini, c'est vraiment que le début. Ouais. C'est chouette. Et les assos que tu intègres, elles viennent vers toi ou c'est toi qui vas les chercher? Ça dépend. Alors on a un appel à projet sur notre site. Auxquels elles peuvent répondre. Et après, j'ai parfois des partenaires, plutôt donc pour l'accompagnement philanthropique des PME, PMI. Là, souvent, ils préfèrent avoir un projet dans leur secteur géographique ou dans leur secteur d'activité. Donc là, c'est moi qui vais sourcer les projets, en fait, les associations. Ouais, chouette, intéressant. Selon l'impact qu'ils veulent laisser, en fait. Donc on organise, mais c'est super, on organise des workshops avec leurs collaborateurs, les dirigeants, pour les faire parler sur leurs valeurs intimes et profondes, celles qui les relient à l'entreprise. On leur a jamais posé cette question. Vous, d'ailleurs, Théo, je sais pas, c'est quoi l'acte de générosité qui vous a le plus marqué dans votre vie? L'acte de générosité qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est une très bonne question. Ça, c'était pas. L'intervieweur interviewé. Il arrive parfois qu'on pose des questions comme ça. L'acte que j'ai fait, l'un des premiers que j'ai fait, je crois que c'est quand j'étais au collège. J'ai couru pour Aide et Action. Il y avait la course des héros, tiens, ça date. La course des héros, j'avais récolté, je sais plus, 700 €, quelque chose comme ça, auprès des gens autour de moi. Formidable. Ouais, carrément. En fait, tu vois, je pense à ça, mais. Mais souvent, c'est pas des choses sur lesquelles on discute. Il est rare dans un dîner entre amis de parler de philanthropie. Donc, ou de ce qu'on a fait pour les autres, parce que c'est toujours un peu. Toujours un peu timide sur le sujet et moi je trouve qu'au contraire il faut le dire parce que c'est important. Et je me souviens que l'abbé Pierre, quand on l'a rencontré, posait souvent cette question et elle est géniale. Il dit, si vous vous rencontrez demain, il vous disait, alors mon petit Théo, qu'est-ce que vous avez fait pour les autres aujourd'hui? Et ça, si quand on se couche, on se demande ce qu'on a... Ça peut être rien, ça peut être passer un coup de téléphone à une copine qui va pas bien, ça peut être laisser sa place dans le bus, ça peut être n'importe quoi, juste sourire ou faire un don ou n'importe quoi. Mais c'est bien de se poser la question quand on va se coucher, je pense. Carrément. Ça va, je crois que ça va. J'essaye dans mes activités normalement d'apporter un petit peu aux gens qui m'entourent. Déjà via le sourire, normalement ça va, ça c'est bon. Et justement, tu parles de l'abbé Pierre, mais il y a des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent aussi pour développer tout ça. Et parfois je demande, tu vois, les personnes que je peux recevoir dans des secteurs complètement différents, pour le coup, il y a des figures qui nous inspirent. Est-ce que toi c'est un mélange où il n'y en a pas et en fait tu as envie d'être toi-même cette propre figure? Non, je n'ai pas cette prétention-là. Non, c'est pas tellement des gens qui m'inspirent, c'est des modèles ou des systèmes ou l'envie de créer, comme je vous disais au départ, une espèce de cercle vertueux. C'est ça qui on dit c'est pas très beau, mais qui m'a qui m'a c'est quoi le verbe? Mouvoir
mouvoir. Ah oui, d'accord, ok. Oui, d'accord. C'est la première fois que j'entends ça. Qui m'a pour créer un rien, c'est tout. C'est ça, je me suis dit, il faut que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire que les entreprises nous ouvrent la porte de leur clientèle. Nous, on récupère les dons, on les bascule sur des projets qui donnent du sens et pas que du sens, c'est parfois une vie aux bénéficiaires et le particulier qui est aussi acteur. En fait, on est tous acteurs pour le bien commun. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue parce que sinon je suis très inquiète. Et pourtant, je suis plutôt d'un naturel optimiste, mais franchement... Tu trouves que c'est pas très optimiste demain ? Je sais pas. Si, des fois, il y a des petites idées qui me font croire que ça ira mieux. Je pense que peut-être le monde change petit à petit. On est aux prémices de quelque chose parce qu'on se rend bien compte maintenant. Je sais pas, on écoute les médias toute la journée. C'est la sobriété, la RSE, l'environnement, et c'est normal. Mais c'est que le début. J'ai vu tout à l'heure justement des espèces de petites épiceries qui reviennent dans les villages. Voilà. Donc je pense que maintenant toute la proximité va se développer, va se redévelopper. En fait, ça a été anéanti par des gros centres commerciaux, des trucs comme ça, mais que les gens ont besoin vraiment de proximité. On est des hommes, on est des humains, on a besoin de chaleur. C'est comme ça. Et donc, ça m'ouvre un tout petit espoir. Comme quoi ça pourrait revenir, c'est pas mal. Ouais, complètement. Moi, je fais référence à l'épisode 100 avec Aurélie Piette, qui est économiste, et qui prend justement une décroissance, mais elle l'appelle aussi croissance qualitative. Elle est super. Elle est géniale. Elle est super. Donc, il y a quand même... Et avec son prochain livre qui sortira normalement en début 2023, qu'elle aimerait appeler 2 milliards de réenchanteurs. Je trouve ça assez chouette. C'est génial. Et donc, ce qu'elle explique pour le coup, c'est de sortir du modèle dominant dans lequel on est depuis quelques décennies, bien sûr. Qui, on se rend bien compte, ne fonctionne plus. Mais elle me dit aussi, tu parles des médias, mais les médias sont aussi parfois détenus par des grands noms évidemment. Qui disent ce qu'ils veulent aussi. Tout est lié, c'est un enfer. Exactement. Sinon, et donc, comment on arrive, ce fameux colibri, comment on arrive à chacun de notre côté. Non, mais et là, tu sens qu'il y a quand même de plus en plus de colibris. Alors, j'évolue aussi avec beaucoup de colibris autour de moi, je pense. Mais non, j'ai écouté son podcast et elle est super. Et voilà, tu me demandais ce qui m'inspirait. Et effectivement, moi, c'est pas tellement les gens, c'est surtout des modèles économiques. C'est plutôt ça. En fait, c'est une vision du monde plutôt qu'un personnage. Bien que, effectivement, l'abbé Pierre, Mère Teresa, on est tous d'accord. Ça, j'ai rien inventé là. Mais oui, par exemple, mais Helloasso, que tu bien connais, sûr. Leur façon seul moyen de faire tourner une boîte de 100 personnes, c'est les dons des gens au moment où ils vont acheter leur billet, où ils vont payer leur adhésion. Absolument. C'est quand même un modèle économique que je trouve fou, quoi. Enfin, ce qu'a créé Léa et ses équipes. Bien sûr, c'est génial. C'est dingue. Et donc, des modèles comme ça, solidaires, pour le coup. Et le Wanted Café, tu parlais tout à l'heure, toujours solidaire, jamais solitaire. Tout ça, Wanted Café, Café Joyeux, tout est... Voilà, il y a de plus en plus d'initiatives qui vont dans le bon sens. Oui, quand même. Heureusement. On n'est pas tout à fait perdu. Exactement. Mais c'est vrai qu'on va pas... Je pense pas qu'on va changer le monde, mais au moins faire en sorte qu'il se défasse pas trop. Ouais. Moi, j'y crois au changement de monde, mais bon, on va y arriver petit à petit. Et justement, on a beaucoup parlé des entreprises, des individus et des institutions. L'État, vous êtes en relation avec eux? Comment ça se passe? Non, pas du tout, ou pas encore. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté? Parce que parfois aussi, je ne sais plus avec qui j'ai échangé ça il n'y a pas très longtemps, mais que si, c'était sur une table ronde, quand ils mettent en place des choses obligatoires, au final, via la loi, ça permet de faire bouger les choses. S'il y a des associations, moi je pense que c'est parce que l'État ne peut pas tout. Et donc qu'on est obligé d'être là aussi. Mon rêve, ça serait qu'il n'y ait plus d'associations. Ça signifierait que le monde va beaucoup mieux et qu'il n'y a plus personne à la rue. Bon, je pense que malheureusement, on est encore là un petit moment. Mais l'État, moi j'adore le service public, je trouve ça génial, surtout en France, où on est quand même très très privilégié, et tant mieux. C'est clair. Il faut conserver ce système-là, parce que sinon c'est la loi du plus fort qui s'imposera. Et alors là, pour le coup, bonjour les dégâts, j'ai envie de te dire. Mais non, je pense qu'on est là pour pallier à tout ce que l'État ne peut pas remplir. Voilà.
complètement. Et il y a un autre truc, c'est que quand on donne à une association, on dirige un peu son acte de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a les impôts, mais on n'est pas maître de là où vont nos impôts. Alors que dans une association, quand on fait un don à une association, on sait pourquoi on œuvre, en fait. Voilà. Voilà. Ce qui est plutôt chouette. Ouais. Et surtout quand c'est votre cas, de savoir exactement à quoi on a participé. Quoi, en fait. Non, après l'État, j'essaierai. Peut-être que j'aurais besoin d'aller le voir, pas, en fait, l'État. Vu en tête, tu vois. Non, si je mets en place ces fonds ou pour vraiment faire bouger les choses, là c'est autre chose. C'est je sais pas si c'est notre métier, mais en tout cas, c'est une extension de ce que je fais déjà, mais j'y suis pas encore là. Ok. Voilà. Étape par étape. Voilà. Et j'ai vu parfois aussi, vous faites des, je sais pas si on appelle ça des partenariats en tout cas, mais récemment il y avait, mais pour ne pas dire il y a quelques jours, avec d'autres fondations. Vous avez été, non, Qu'est-ce que j'ai fait? Avec oui, un gala, le gala Global Gift. Ouais. Oui, alors ça, le gala Global Gift, c'est une association qui s'occupe en fait d'aider les gens et les familles défavorisées plutôt en Espagne, qui est présidée par quelqu'un qui s'appelle Maria Bravo. La marraine de l'association est Eva Longoria. Et donc tous les ans, ils organisent un gros dîner de gala lors duquel est organisée une vente aux enchères. Et les fonds collectés lors de cette vente sont reversés à Global Gift, à l'association d'Eva qui s'appelle Eva Longoria Foundation. Et ils choisissent une troisième association. Et cette année, c'est moi. C'était moi. Donc effectivement, c'était samedi dernier. Donc voilà. Enfin, c'est bien aussi, c'est un moyen de... c'est super parce que ça nous permet de collecter des dons aussi. Alors là, on n'a pas encore fait les comptes, donc je ne sais pas trop où on en est encore. Je le saurai la semaine prochaine. Mais en tout cas, je suis assez fière qu'ils aient pensé à nous parce qu'on est quand même pas très gros par rapport à eux. Mais voilà, et là aussi, c'est le principe, en fait, c'est de faire appel aux gens qui peuvent et qui ont envie pour aider ceux qui peuvent pas, quoi. En fait, donc parce qu'on m'a déjà posé la question, donc en gros, j'ai aucune honte à participer à ce genre d'événement parce que c'est pour les autres, c'est pour collecter des dons et c'est pour que je m'en serve pour aider des gens, pour aider nos bénéficiaires, quoi. Donc, j'ai aucun problème. Et puis que ceux qui ont de l'argent, s'ils peuvent s'ils ont envie de le donner, il y a plein de gens aussi qui me disent, mais moi, j'ai été gâté. J'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné. Et voilà, mais pourquoi oui, avec plaisir, bien sûr. On est là. Mais oui. Ouais. Mais oui. Enfin, à nous, à n'importe quel assaut, peu importe, c'est pas... Voilà, mais... bien sûr. Voilà. Il y a des gens qui ont cette sensibilité. Et comment on arrive à l'éveiller, cette sensibilité? Si j'avais la recette miracle... Non, parce que tu disais, tu sais, toi, t'aimais pas forcément quand une asso met des images choquantes ou des choses comme ça. C'est une façon de fonctionner et il y en a pour qui ça marche, mais voilà, bon, bref. Et comment on peut justement réussir à sensibiliser, j'ai envie de dire, sans choquer? Est-ce que c'est possible? Oui, je crois que c'est possible. Si c'est pas en choquant, c'est certainement en expliquant, en partageant. Alors, je sais pas si c'est choqué, mais ça peut être aussi en montrant le avant et le après. Je pense à ça parce qu'on a collecté des dons dans un magasin dans le nord de la France qui s'appelle Calico Déco. Et en fait, avec ces dons-là, on a réaménagé les chambres d'ados bénéficiaires du Secours populaire. Parce que j'estime que quand on est bien chez soi, on n'a pas envie d'aller dehors traîner. Et c'est important d'être bien chez soi. Effectivement, quand on n'a pas de quoi manger, on ne s'occupe pas de la déco. Mais voilà, moi j'estimais que c'était important. C'était en lien avec le secteur du magasin, en fait, qui nous a permis de collecter les dons. Et donc... J'ai oublié la question aussi. J'adore. On va pas y arriver. Si, comment on sensibilise, étudie et montrer l'avant et l'après. En montrant l'avant, l'après, je pense que c'est en parlant beaucoup, en sensibilisant aussi les jeunes, le jeune public. Mais pour tout, il faudrait tout réformer. L'école, franchement, quand on réfléchit entre les années 60 et les années 2020, on est d'accord que
une voiture ne ressemble plus à ce que c'était dans les années 60. Un téléphone portable non plus. Il n'y avait pas trop de téléphone Non, portable. il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas changé ? C'est l'école. On va à l'école de la même façon, on apprend les mêmes choses, rien n'a bougé. Il faut quand même se poser des questions. Je pense que le théorème de Pythagore doit toujours être là depuis. Non mais franchement, c'est fou. Ouais. Pourquoi les après-midi, ils partent pas marcher, les enfants, dans la forêt et apprendre les arbres, les ceci, les cela ? Pourquoi ils font pas une après-midi entière de sport, une après-midi de culture, les amener voir des films, des beaux films intelligents, qui restent dans leur mémoire, qui les font réfléchir inconsciemment. Mais c'est comme nous, quand on va au ciné, on y va pour se détendre. Et donc, souvent, on va voir une bouse pour se détendre. Ben non, allons voir un film qui nous permet de réfléchir. Sur le moment, on se dit « Ah, ça fait chier. Ça fait... » Et puis après, le soir, quand on se couche, on dort mieux, franchement. Oui, et puis on prend des belles claques aussi. Et on prend des belles claques. Donc, bon... Ouais, complètement. Récemment, je suis allé voir Simone. Ah oui. Voilà, je sais plus quel est le sous-titre. Enfin bref. Bah, là, tu prends une belle claque. Ouais. Mais alors, moi, je suis allé voir EO. Ok. Sur l'âne, là, de Skolimowski. Mais c'est un chef-d'œuvre hallucinant. La mise en scène est folle. Skolimowski, il a 80, je sais pas, 4 ou 5 ans. Ouais. On a l'impression que c'est Mick Jagger qui filme. J'ai jamais vu ça. C'est d'un modernisme, la mise en scène est folle. Okay. Après, pour suivre les pérégrinations d'un âne pendant 1h30, il faut s'accrocher quand même. Mais je vous jure que c'était génial. Génial. Le lendemain matin, c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand je me suis réveillé. Okay. C'est pour dire, c'est une claque. Chouette. Qu'est-ce que... Tu vois, je trouve là, encore une fois, en 6 ans, l'évolution, le fait, puis je l'ai dit tout à l'heure aussi, ton énergie, ta pugnacité, si je dis pas de bêtises aussi, et puis c'est ce que j'avais pu lire aussi. C'est marrant parce que je me souviens que quand j'étais assez jeune, j'avais demandé à mon père, qui est absolument génial, qui est très diplomate et tout ça, je lui avais dit, est-ce que tu peux me définir en 2 adjectifs ? Il m'a dit, oui, tu es pugnace et cabotine. Ah. Alors, je peux vous dire, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis dit, je savais pas, pour le coup, je sais pas. le même, j'étais très très mauvaise en mathématiques. Ouais. Et quand je ramenais un 3 à la maison, on me disait, c'est bien chérie, c'est mieux que 2. Voilà. D'où, c'est bien ça, encouragement. Mais c'est vrai, parce carrément. Que voilà, voilà, c'est toujours mieux que 2, et 1 rien, c'est tout, et 1 plus 1 plus 1, c'est toujours mieux que 0. Voilà. Exactement. Voilà. Yes, joli. C'est bien comme conclusion, ça. Ouais, c'est pas mal, on est bien. Mais justement, ma question, c'était quel conseil tu as envie de donner à celles et ceux qui ont, parfois ce déclic, comme j'ai pu le dire, ou quelque chose dans la tête, ils osent pas forcément encore y aller. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, en fait ? Il faut qu'ils se jettent à l'eau. Vraiment, parce que d'abord, ça fait un peu vieillot de dire ça, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc il faut vraiment se jeter à l'eau. Et si on se jette à l'eau pour quelque chose qui nous tient à cœur, je pense que même si on rate ce qu'on veut vraiment faire, on en tire toujours une expérience formidable et qui nous servira, qui nous permettra de monter une marche, puis une autre pour atteindre finalement ce qu'on veut. Peut-être par un autre chemin, mais on y arrive. Ouais, c'est voilà, clair. Donc allez-y, les jeunes. Ça me fait penser, en tête, on voit parfois des images passer, une échelle. Hein, et en fait, une échelle, s'il n'y a pas tous les 25 cm, j'en sais rien, 20 cm, une barreau, s'il y en a un tous les 3 mètres, tu ne peux pas la grimper, l'échelle. Non. Et donc, si tu as justement tous ces barreaux et toutes ces étapes au fur et à mesure, ça te permet de gravir. Et puis, s'il n'y a pas un barreau tous les 20 cm, c'est peut-être là qu'on a besoin que quelqu'un nous aide pour arriver directement un peu plus haut. C'est pas beau, mais c'est vrai pourtant. Si, complètement. C'est ça, il faut donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Enfin, je sais pas, c'est tellement naturel que ça me rend folle. Bon, bref. J'allais te demander qu'est-ce qui t'anime. C'était voilà. Question, je crois que vous allez pouvoir écouter l'interview, vous comprendrez. Non mais c'est ça, c'est cette solidarité et le fait d'aider les autres, quoi. Ouais, d'aider les autres, mais parce que ça m'a fait du bien à moi aussi en fait. Voilà, parce que il faut pas se mettre de hier, quoi, en fait. Mais se voiler la face. Oui, voilà, merci. J'ai pas du tout d'élocution aujourd'hui. Mais on était dans, tu vois, t'es allé dans les yeux, dans la vision, c'est bon. Aucun vocabulaire, je cherche mes mots, c'est un enfer. Je suis désolée. C'est très bien. Mais voilà, il faut pas se voiler la face. Ça fait du bien à celui qui donne aussi. Voilà. Complètement. Cécile, merci beaucoup. Merci beaucoup Théo. Merci beaucoup. Merci. Et donc on retrouve il y a un site aussi, évidemment. Oui, www.unriensettout.org. Très bien, on peut aller voir, parce qu'on peut même donner directement sur le site si je ne m'abuse. Justement, sur le site, on peut faire un don. Si vous avez
pas, si vous avez peu, vous pouvez donner 1 euro ou 1 euro tous les mois. Voilà, ça coûte 12 euros par an. Ouais. Mais nous, ça nous aide beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Théo, à bientôt, au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ravi d'avoir reçu Cécile sur le pompon et d'avoir partagé son engagement si utile aujourd'hui. J'adore sa façon d'utiliser sa colère de manière constructive pour faire avancer les choses, et son témoignage fait du bien, dans le sens où Cécile est une preuve supplémentaire qu'il y a beaucoup de belles personnes dans ce monde qui agissent pour qu'aujourd'hui et demain soient plus beaux. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous, à mettre le maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon, et surtout, d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À très vite.